J'ai une devise, rien ne m'est étranger. Rien ne m'est étranger, ça signifie que je ne dois pas figer les choses que j'observe. Je dois les voir de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Généralement, il y a ce qu'on voit de l'intérieur et ce qu'on voit de l'extérieur. C'est une dualité très intéressante. Des choses dont je comprends la genèse, dont je comprends l'évolution, dont je comprends l'histoire, et puis des choses que je considère comme établies une fois pour toutes et sur lesquelles je peux me fonder parce qu'elles ne sont pas censées bouger, changer. Et parce que, en quelque sorte, elles ont toujours été ainsi. Eh bien, l'homme digne de ce nom doit avoir une polyvalence. C'est-à-dire qu'il doit être capable d'appréhender un certain nombre de sujets de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Car, et ça c'est le problème de l'interdisciplinarité, qu'est-ce que l'interdisciplinarité? Est-ce que c'est connaître un sujet de l'intérieur et le comparer, et le confronter et le relier avec des sujets qu'on ne connaît que de l'extérieur? Ou bien est-ce que c'est avoir une appréhension de plusieurs sujets de l'intérieur et de les connecter entre eux? Voilà la question qui se pose. Vous savez que la plupart du temps, les termes qu'on emploie peuvent être compris de différentes façons. C'est comme le mot conquête. Qu'est-ce que la conquête? Est-ce que c'est s'approprier ce qui est à l'autre, ou est-ce que c'est apporter à l'autre ses propres valeurs? C'est pas la même chose du tout. Dans le premier cas, il s'agit d'une convoitise, il s'agit d'un mimétisme. Dans l'autre cas, il s'agit d'une expansion d'un message, d'un discours, d'une approche que j'appellerais impériale. Mais là encore, il y a une ambiguïté sur les expressions. Je voudrais faire quelques digressions également concernant le discours féminin. Le discours féminin qui est projeté constamment dans le futur. Et c'est vrai pour les homosexuels aussi. À savoir, ils sont constamment en train de dire « je veux être ceci, je veux être cela, je désire ceci, je désire cela », et ils ne veulent pas définir ce qu'ils sont. Ils sont très bavards sur le futur et très peu bavards sur le présent, sur ce qu'ils sont. Donc le futur apparaît comme une espèce de champ, d'horizon, où on peut dire tout ce qu'on voudra. Et le verbe vouloir, n'oublions pas, implique toujours quelque chose que l'on n'a pas. Si j'ai quelque chose, je ne le veux pas, puisque je l'ai. Et pour revenir à notre sujet, il s'agit toujours effectivement de la relation que j'ai avec l'autre, avec l'ailleurs. Eh bien, effectivement, se projeter vers un futur dont on ne connaît rien, c'est en quelque sorte figer le futur, paradoxalement, puisque ça veut dire qu'on ne veut pas le définir. On ne peut que plaquer dessus. L'astrologie est un moyen de limiter cette démarche et de ne pas avoir un rapport au futur totalement abstrait, où on invente n'importe quoi, on projette n'importe quoi. Alors je sais que beaucoup d'astrologues ne sont pas à l'abri des critiques, c'est évident, et que l'astrologie elle-même a beaucoup de problèmes. Mais globalement, c'est une tentative de baliser le futur, néanmoins. De le baliser, c'est-à-dire de lui donner une valeur objective, c'est-à-dire de le comprendre, le futur de l'intérieur, parce qu'en fait, appréhender un sujet, c'est pas simplement appréhender une société, c'est aussi appréhender un sujet de l'intérieur, le comprendre de l'intérieur. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que lorsqu'on discute de politique avec les gens, on a des gens qui vous disent simplement il faut faire ceci, il faut faire cela,
et qui se projette sur plusieurs années à l'avance, sans avoir aucune connaissance du futur. Donc effectivement, là aussi, c'est une appréhension qui est malsaine sur le plan épistémologique, puisqu'on ne connaît pas, on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Faire de l'astrologie, c'est au minimum, au moins en tout cas, faire l'effort de connaître quelque chose du futur et de ne pas dire n'importe quoi sur le futur et de ne pas extrapoler n'importe comment sur le futur. Et c'est dans ce sens-là que je considère que le système démocratique actuel est complètement inacceptable et complètement obsolète, parce qu'il projette sur le futur un certain nombre de périodes, un certain nombre d'années, un certain nombre d'échéances, sans aucune connaissance de cette structure du futur. Comme si le futur n'avait aucune substance, en quelque sorte. Ça, c'est inadmissible aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je considère, et c'est là cela que je voulais en venir, qu'il faut être juriste pour parler de l'avenir et de la politique, parce qu'il faut savoir, par exemple, que le système d'élection actuel du président public est un système qui a été élaboré progressivement et qui n'a pas forcément été justifié. Il y a eu en 1962 un référendum, discuté d'ailleurs, dans sa façon d'avoir été mis en place, qui a permis de modifier l'article traitant de l'élection du président de la République. Jusqu'alors, le président de la République était élu par un collège d'électeurs quelques dizaines de milliers d'électeurs, et non pas du tout par le peuple tout entier, hommes et femmes confondus d'ailleurs. Et donc, à mon avis, ça a totalement dénaturé la constitution de la Ve République. On nous explique d'ailleurs pour quelles raisons. Il y avait des raisons politiques à l'époque, il y a eu un attentat, enfin il y a eu toutes sortes de facteurs qui ont fait cela. Bon, l'inconvénient de cette mesure juridique, et donc il ne faut quand même pas la considérer comme quelque chose de définitif. À mon avis, il faut supprimer cet amendement, il faut revenir sur l'esprit d'origine de la Ve République et mettre fin à l'épisode déclenché en 62. Et donc, par conséquent, il faut s'en tenir à une élection en deux temps, que le peuple soit amené à élire ses représentants, c'est une chose, mais il n'a pas à il n'a pas à faire le travail de ses représentants, dont le travail justement consiste à élire le président de la République. Charles de Gaulle a été élu en 1958 par un collège de quelques dizaines de milliers de représentants, d'élus de toutes sortes, et non pas par le peuple français. Et il me semble que le fait de demander au peuple de décider directement de l'élection de la République est une aberration totale. Et il faut mettre fin à cela. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle constitution, il s'agit purement et simplement de supprimer cet article. Et je peux vous assurer que rien que la suppression de cet article pourrait complètement changer la vie politique française. D'ailleurs, on a déjà changé un certain nombre de choses. Par exemple, on est passé du quinquennat au septennat. Le quinquennat ne figurait pas non plus dans la Constitution de la Ve République. Et la question de savoir si c'est une bonne chose. Il semble qu'un certain nombre d'amendements de la Constitution de la Ve République ne sont pas justifiés, ont eu des effets pervers. Le quinquennat conduit à un verrouillage de la vie politique pendant 5 ans, alors que le septennat, décalé par rapport aux 5 années d'élection du Parlement, a permis à plusieurs reprises des cohabitations, parce que en cours de mandat, il y avait au bout de 5 ans d'élection du président de la République, avant d'attendre les 7 ans, il y avait au bout de 5 ans déjà une épreuve de vérité, et qui souvent d'ailleurs a donné la possibilité à l'opposition, pendant 2 ans en tout cas, de fonctionner. Par exemple, si on prend le cas de Mitterrand a été élu en 81, en 86 il y a eu une cohabitation, et en 88 il est redevenu président, et en 93 il y a eu une nouvelle cohabitation. Et ce n'est pas un si mauvais système que ça. Et ce système-là, il a été supprimé par la réforme qui a abouti au passage du septennat au quinquennat.
Donc vous voyez bien qu'il ne faudrait pas croire, moi j'ai fait du droit constitutionnel très jeune, c'est ma première formation d'ailleurs, il ne faudrait pas croire que la Constitution de la République telle qu'elle est aujourd'hui, elle est immuable. Elle est le résultat d'un certain nombre de changements et elle peut éventuellement revenir à ses principes d'origine. Je ne suis pas spécialement intéressé à ce qu'il y ait des modifications nouvelles. Je pense simplement qu'il faut corriger et supprimer les modifications qui sont intervenues et qui presque toutes sont discutables. On pourrait également réaménager peut-être d'autres choses, mais ça c'est une autre question. Je veux dire par là que moi, en tant qu'astrologue, si on peut dire, mais je ne veux pas du tout m'enfermer sur cette étiquette, j'ai d'autres formations dans d'autres domaines, dans un grand nombre de domaines, et que cela me permet de ne pas avoir un discours comme ça figé, comme ces astrologues qui disent tout simplement, ben voilà, il y a des élections, ben il faut regarder ce que disent les astres sur ces élections, au lieu de dire que l'astrologie peut éventuellement contribuer à modifier justement le droit constitutionnel. Parce que c'est bien ça dont il s'agit en réalité. Donc si on considère que les choses sont acquises, on ne modifie rien. Or l'astrologie a vocation, bien entendu, et ça sera ma dernière proposition, s'il faut recorriger la Constitution de la République, ça veut dire aussi qu'il faut introduire une conscience de la cyclicité, et il faut que cette cyclicité, elle soit fondée sur des données scientifiques. Alors on va dire l'astrologie n'est pas une science, mais il n'empêche qu'il faut travailler dans ce domaine-là, il faut établir des choses, parce qu'autrement, on fait n'importe quoi. Alors la question est de savoir qu'est-ce qui est préférable, de faire n'importe quoi et de plaquer n'importe quoi sur le futur, comme ça en disant voilà, tous les 5 ans on fait ceci, voilà, n'importe quand, n'importe qui, etc. Ou bien est-ce qu'il s'agit de faire des recherches? Le droit constitutionnel est tributaire des recherches de psychologie et tributaire des recherches sur la structure de la société. La société est duelle, il y a l'élite d'un côté, le peuple de l'autre, il faut en tenir compte. La société passe par des phases, ces phases vont dans un sens puis dans un autre, il faut en tenir compte. Donc voyez-vous, il y a un substrat, ce que j'appelle sexo-psychologique, qui est absolument essentiel à connaître, à maîtriser, et donc par conséquent, l'astrologie a une vocation de conquérante, au sens de elle doit faire passer ses valeurs dans d'autres domaines, et non pas récupérer ces autres domaines. Ce que souvent les astrologues font. Les astrologues ne font que récupérer des notions qui sont établies ailleurs, au lieu d'apporter elles-mêmes des éléments de réflexion au niveau de la recherche historique, au niveau de la recherche juridique, etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc cette notion d'étranger, effectivement, ça n'est pas une bonne chose. Être étranger à un domaine, c'est forcément le caricaturer, c'est forcément le figer, c'est forcément le fossiliser.